présentation de ce matin, c'est une vidéo qui a été faite par le docteur Gary Fettke. OK, c'est ça. Et la présentation, c'est « Est-ce que les fruits sont bons ou mauvais pour vous? » Et est-ce que le docteur Fettke... Je vais juste aller voir ma prochaine... OK, c'est ça. Et c'est ça. Le docteur Gary Fettke, c'est un médecin australien. Et le docteur Gary Fettke est un petit peu comme docteur Evelyne Bourgeois-Roy. Il s'est fait poursuivre devant son ordre, devant l'ordre des médecins de l'Australie. Je ne me souviens plus le nom de l'organisation exactement. Et malheureusement, dans son cas à lui, il a été condamné. Il est trouvé coupable d'avoir donné des mauvais conseils à cause de l'alimentation low carb et surtout d'avoir donné des conseils en alimentation. Et donc, dans cette présentation, quand il a fait cette présentation-là, il était déjà sur le coup de cette condamnation-là. Et sa condamnation a été, dans le fond, ce qu'ils lui ont dit, c'était qu'il n'avait pas le droit de parler de nutrition à titre d'expert en nutrition. À ce moment-là, c'est pour ça que dans la slide qui est ici, on dit que c'est une opinion. Donc, il doit maintenant spécifier qu'il ne donne pas aucun conseil en nutrition quand il fait ses présentations, mais qu'il donne juste son opinion sur l'alimentation. C'est un chirurgien orthopédique et lui et sa femme, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, parce que lui et sa femme, Belinda Fettke, font la promotion de l'alimentation low carb, mais c'est beaucoup plus maintenant sa femme qui a pris cette portion-là que lui à cause de sa fameuse condamnation. Donc, est-ce que les fruits et les fruits sont bons ou mauvais pour vous? Je vais juste tasser ça ici. Bon. Ce que le docteur Fettke dit, c'est que nous perdons la bataille contre les maladies modernes, contre le syndrome métabolique. Nous devenons de plus en plus obèses et malades. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est que c'est principalement à cause de ce que nous mangeons. Nous perdons la guerre contre l'obésité, contre le diabète, contre les maladies cardiaques, contre la démence et contre le cancer. Et tout ceci nous handicape énormément notre société présentement. Et l'ennemi, c'est ce que nous mangeons, pas ce que nous faisons ou pas. À son avis, l'ennemi numéro 1, c'est l'alimentation transformée et de plus, le sucre et le sucre ajouté. Alors, où se situent les fruits dans cette équation? Dans le fond, il ne croit pas du tout que les fruits sont aussi bons que ce qu'on nous dit présentement ou ce qu'on essaie de nous faire croire. Il a été élevé à une époque où on avait de la viande et des légumes dans nos assiettes et où ce que les fruits étaient une gâterie, un peu comme moi aussi, et encore plus mes parents, où ils mangeaient des fruits 1 ou 2 fois par année ou presque, là, à Noël, une pomme dans le bas de Noël. Et donc, qui a mis les termes fruits et légumes ensemble dans la même phrase? Parce que maintenant, souvent, ce qu'on fait, c'est quand on parle de nutrition, on va mettre les fruits et légumes dans le même panier. On va dire, il faut manger tant de portions de fruits et légumes, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on devrait réellement mettre les fruits et les légumes ensemble? On va voir ça tantôt. Quand est-ce que ça a changé? Parce qu'on n'a pas toujours... Oups, mon Dieu Seigneur. Je m'excuse. On n'a pas toujours mis les fruits et les légumes dans la même phrase. Ce qu'il propose, dans le fond, dans sa présentation, c'est que les recommandations de consommation de fruits, c'est la plus grande campagne de marketing de la dernière décennie. La fausse publicité ne vient pas des... C'est ça. Mais
la fausse publicité autour des fruits ne vient pas des 30 dernières années, mais depuis le début des temps. On continue de se faire berner par la nature et par l'industrie agroalimentaire. La raison pour laquelle il fait ça, ce n'est pas pour démoniser les fruits en réalité, mais c'est simplement pour permettre aux gens d'avoir l'information la plus juste possible en nutrition en général et en particulier au sujet des fruits, afin que les gens puissent faire un choix qui est beaucoup plus informé. Donc, est-ce que les fruits sont vos ennemis ou vos amis? Récemment, Gary Fredke, avant de faire sa présentation, il est parti à la recherche de fruits dans son quartier, si on veut, là, près de chez lui. Et ce qu'il a trouvé, entre autres, c'était une orange. Ce n'est pas une orange particulièrement bonne ou mauvaise, ou même particulièrement sucrée. Par la suite, et ça, je parle il a trouvé une orange localement. Il y a des oranges qui poussent dans son coin. Et quand il était au supermarché, il dit surprise, tous les fruits sont affichés comme étant frais et locaux. Est-ce que c'est possible qu'il y ait tous ces fruits-là qui soient frais et locaux en Australie? Absolument pas. Ce qui lui a fait se demander quel processus non naturel l'industrie a-t-elle utilisé pour faire ces fruits. Et si les fruits étaient des aliments transformés. Parce que quand on regarde comme exemple les bananes ne viennent pas de l'Australie. Et pourtant, sont super belles, sont jaunes, sont mûres, et ainsi de suite. Et il y a des raisons pour ça. La même chose pour les pommes, la même chose pour les oranges. Et ce qu'ils proposent, dans le fond, c'est que les fruits sont des éléments transformés. Et on l'a déjà vu dans d'autres présentations avant. Les fruits tels qu'on les connaît aujourd'hui sont le fruit de sélection, de modification, des mix entre différents pour essayer de réduire l'épaisseur de la peau, de les rendre plus sucrés et ainsi de suite. Donc, les fruits modernes, pour commencer, on doit les définir et ça, c'est une joke qu'il fait dans son vidéo, pour ne pas comparer des pommes et des oranges. Et surtout, il ne veut pas se faire accuser de faire ce qu'on appelle en anglais du cherry picking dans ses données. Donc, les fruits modernes sont très, très, très loin d'être naturels. Les fruits sont... ces fruits... OK. Et les fruits, ce qu'on parle comme fruits présentement, c'est les fruits extrêmement sucrés maintenant qu'on retrouve au supermarché. Et dans cette présentation, on n'abordera même pas la question des jus de fruits qui sont une autre présentation complètement à part sur le sujet des jus de fruits. Et puis, on ne parlera même pas non plus ici des fruits, ce qu'on appelle des fruits non conventionnels. Comme exemple, les tomates, parce que les tomates, souvent, on va les rentrer dans la catégorie des légumes. En réalité, ce sont des fruits, les concombres ou même les avocats. Et aussi, les noix rentrent aussi dans la catégorie des fruits. Donc, on n'abordera même pas ceux-là. Où est-ce que les fruits se situent dans notre histoire? Commençons par le péché originel. Qu'est-ce que Dieu essayait de nous dire à propos des fruits? Cueillir cette pomme de l'arbre nous a fait passer d'immortel à mortel. Et ce fruit, le serpent, que le serpent avait pourtant vanté, s'est retrouvé à être moins bon pour nous que ce que le serpent avait dit. Donc, dans le fond, ce qu'il essaie de dire là, c'était que même à l'origine des temps, quand le serpent a vanté à Ève la fameuse pomme dans l'arbre, dans le fond, il lui a menti parce que de fait de manger cette pomme-là, ça n'a pas vraiment été bon pour Ève ni pour Adam.
Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est que ce message continue à être transmis encore aujourd'hui. Les fruits sont beaucoup moins bons pour nous que ce qu'on nous dit. En réalité, on n'arrête pas de nous dire que les fruits sont extrêmement bons pour nous, mais la réalité est complètement différente. Qu'est-ce qu'un fruit veut de nous? Quelle est la fonction d'un fruit? Le fruit veut que nous, en tant qu'animal, dispersions ces graines quand elles sont prêtes. Donc, qu'est-ce qu'un fruit en réalité? Le fruit, c'est la graine de l'arbre ou de la plante. Et dans le fond, la graine veut tomber au sol, mais si les graines tombaient tous au sol très, très près de l'arbre, à un moment donné, la descendance de l'arbre tuerait le premier arbre. Donc, la graine doit être transportée pour que le moyen de reproduction de l'arbre soit réellement efficace. Et donc, dans le fond, ce que le fruit veut, c'est que l'animal, comme ici on voit l'oiseau, mange la graine et se déplace pour après ça expulser la graine et ainsi la disperser. L'arbre ne peut pas se déplacer. Donc, le fruit veut que nous, en tant qu'animal, on disperse ses graines quand elles sont prêtes. Sa survie en dépend. L'arbre va nous vendre ses fruits avec des couleurs vives, brillantes et sucrées pour attirer la faune. Les fruits n'ont pas encore compris qu'on rejette ces graines, que nous, en tant qu'humains, on rejette ces graines dans un bol en céramique de toilette. Donc, dans le fond, quand vous regardez les fruits originalement, la très grande majorité des fruits, quand ils sont pas mûrs, sont verts. Pourquoi? Parce que l'arbre veut que le fruit se cache à l'intérieur du feuillage vert de l'arbre pour ne pas attirer la faune autour, jusqu'à temps que le fruit soit vraiment mûr, donc soit prêt à être mis dans le sol pour pouvoir reproduire l'arbre. À ce moment-là, le fruit, c'est là qu'il va devenir rouge. Et à partir de ce moment-là, il va se démarquer dans le feuillage. Ça va attirer la vie autour qui vont aller manger le fruit et qui vont l'emmener ailleurs. Qu'est-ce qui... la preuve qu'on sait que les couleurs vives et ainsi de suite nous attire. L'industrie agroalimentaire l'a compris aussi, avec des belles couleurs vives ici, comme ça. Comme ici, on voit là, la barre Mars. Et ce qu'il dit dans le fond, c'est que et nous, qu'est-ce qu'on veut de la part des fruits? Parce que c'est une synergie qu'on a avec les fruits. Les fruits ont besoin de nous pour qu'on transporte les graines, mais non seulement ça, nous, on a besoin aussi des fruits. Et oui, effectivement, les fruits ont une fonction pour les humains. Et ce qu'on pourrait appeler ça, Dr. Fetke, ce qu'il appelle ça l'obésité programmée. C'est que l'obésité programmée, c'est le fait de vouloir engraisser pour être capable de passer l'hiver. Les ours ont ça et beaucoup d'espèces animales qui doivent passer à travers les hivers vont avoir ça aussi. Ce qui fait que quand on arrive à l'automne, c'est là que les fruits sont prêts. On va commencer à manger les fruits. C'est sûr que le fait qu'ils soient sucrés, ça va nous attirer. Mais ça va faire qu'on va engraisser à ce moment-là pour être capable de faire des réserves de gras qui vont nous isoler du froid, mais aussi qui vont nous donner de l'énergie pour passer, qu'on va pouvoir brûler tranquillement, qu'on va pouvoir passer l'hiver avec ça. C'est parfaitement normal pour nous de manger des fruits à certaines saisons pour nous rendre plus gras. La question à ce moment-là, ce serait de savoir, est-ce que c'est encore pertinent de faire ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'engraisser de 100 livres à l'automne pour être capable de passer à l'hiver? Quand, v'là 10 000 ans de ça, c'était beaucoup plus pertinent parce qu'il n'y avait pas de IGA un peu partout, à tous les coins de rue. Mais maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? OK. Donc,
est-ce qu'on sait ce qu'on sait présentement, ce que je parle là, dans le fond, est-ce qu'on sait ça depuis longtemps? Ben, en 1865, il y a eu ce qu'on appelle de William Banting, une lettre sur la corpulence, si on veut. Et dans le fond, ce que ça disait, c'était que pour que les personnes qui avaient des problèmes d'obésité, des problèmes de surpoids, ce que William Banting il disait, c'était pour les personnes corpulentes et les personnes qui ont tendance à être corpulents, il disait d'éviter de manger des fruits de toutes sortes, qu'ils soient frais ou et préservés. Ensuite, le docteur Raymond Green, dans un livre qui parle de l'obésité en 1948, les aliments qui devaient être évités, bon, il y a le pain, les céréales et les pommes de terre. Donc, déjà, ça aussi, ça va faire partie d'une autre discussion. Mais les aliments qui contiennent du sucre, toutes les sucreries, les bananes et les raisins, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui était sucré, on parle de tous les fruits à ce moment-là, et on parle de ça en 1948. Au milieu du 20e siècle, on avait encore les épiciers verts qui nous vendaient des légumes verts et les fruits saisonniers locaux. Alors, quand est-ce qu'on avait augmenté notre consommation de fruits à l'année? Dans le fond, ce qu'il disait, c'était que dans le passé, là, dans les années 1930, 1940, 1950, on n'avait pas de bananes à l'année. On avait des bananes à la saison des bananes. On avait des fruits, des pommes à l'automne. Il n'y avait pas de pommes en plein hiver où on ne vendait pas de pommes au printemps. On vendait des pommes à l'automne. Et ce qu'on vendait surtout, c'était des légumes. Les légumes verts. Les premiers guides alimentaires recommandaient les légumes et de petites quantités de fruits saisonniers, mais aucune quantité particulière. Donc ici, c'est probablement le premier guide alimentaire en 1946. Et ici, on voit que on parle des fruits, des citrons, raw cabbage, juste là ici, les fruits, les citrus fruits, les fruits, comme les citrons, les oranges, ces choses-là, peut-être. Et comme on dit, il n'y a pas de portions qui sont recommandées comme telles. Et en 1992, la pyramide alimentaire a été créée par le département de l'agriculture américaine. Et on pense que la pyramide alimentaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fait très, très, très longtemps, mais en réalité, c'est en 1992 que ça a été créé. Et cette pyramide-là, c'est là qu'on voit apparaître le fameux de 5 à 9 portions de fruits et légumes par jour. Et là, on se dit que si le département de l'agriculture américain a déterminé qu'on devait prendre, parce que là, on parle de 5 à 9 portions de fruits et légumes, dans le fond, c'est de 3 à 5 portions de végétaux ici et de 2 à 4 portions de fruits ici. Donc, le 5 à 9, c'est au total, là. Donc, on se dit que si eux autres ils ont dit oui, parfait, en 1992, on doit recommander ce nombre de portions-là, c'est qu'ils ont fait des études approfondies, se sont basés sur de la science solide pour faire ces recommandations-là. Et la réalité, c'est que ce chiffre-là ne vient de nulle part. Et la théorie la plus probable, c'est Zoé Arcombe qui l'aurait et elle, ce qu'elle dit, c'est que ça vient de les 5 doigts.
les 5 doigts de la main. Ce serait ça la science derrière le 3 à 5 portions. Il n'y a aucune science sur laquelle ils ont basé ces recommandations-là du tout, du tout, du tout. En 1991, on avait commencé, c'est là qu'on a commencé aussi à parler du 5-a-day. En 1991, le National Cancer Institute a regardé les bénéfices de la consommation de fruits et légumes sur le cancer. On a trouvé, puis là, quand on regardait ça, on a regardé ça sur une étude épidémiologique et on a trouvé un léger avantage du point de vue du cancer aux gens qui consommaient plus de fruits. Donc, dans le fond, ce qu'on a regardé, c'est l'étude épidémiologique. On a regardé le nombre de personnes qui avaient le cancer versus ceux qui n'avaient pas le cancer. Et ceux qui n'avaient pas le cancer, on était voir, puis on a dit, oups, regardez, ces personnes-là consomment un peu plus de fruits et un peu plus de légumes frais. Cependant, ce qu'on a réalisé par la suite, et de façon quand même relativement rapidement, c'était que, dans le fond, la raison, parce que, n'oubliez pas, une étude épidémiologique, on ne peut pas établir de relation causale, il n'y a pas de relation de cause à effet à l'intérieur de ça. Et donc, ce qu'on a découvert par la suite, c'était que c'était relié au statut socio-économique des gens. Les gens qui étaient un peu plus fortunés avaient moins de cancer et ces gens-là consommaient plus de fruits parce qu'ils étaient un peu plus fortunés. Et donc, ce n'est pas le fait de consommer les fruits qui réduisait la quantité de cancer, mais bien plus ce qu'ils mangeaient ou leur hygiène de vie en général. Comme exemple, quand ils mangeaient des produits, des huiles végétales extrêmement cheap, des produits hautement transformés, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus ça parce que c'est beaucoup moins cher, on le sait. Donc, c'était beaucoup plus ça qui entraînait une hausse du cancer que le fait de manger des fruits. Et donc, suite à ça, ici, on a décidé de créer un groupe pour faire la promotion des fruits et légumes pour prévenir le cancer. Et c'est là qu'on a créé Produce for Better Health Foundation, la fondation pour une meilleure santé. Et l'objectif de cette fondation-là a été de promouvoir l'idée que les fruits et les légumes étaient un moyen de réduire le cancer. Et n'oubliez pas, c'est basé sur une étude épidémiologique qui, en réalité, n'avait absolument pas cette conclusion-là. Et c'est à partir de ce moment-là que la campagne de marketing a commencé pour les fruits et légumes. Ce qui a entraîné la formation du groupe sans but lucratif Fruit and Veggies More Matters. Et devinez qui finance Fruit and Veggies More Matters? C'est 300 acteurs de l'industrie tels que Kellogg, Nestlé, PepsiCo, Monsanto, et etc. C'est en 1991 qu'on a remplacé Meat and Veg par Fruit and Veg. Avant 1991, les gens parlaient comme alimentation, santé, viande et légumes. À partir de 1991, on a commencé à parler d'alimentation, santé, de fruits et de légumes. Et la raison pour laquelle cette campagne-là a été aussi efficace, c'est la même raison que toutes les campagnes publicitaires qui sont efficaces le sont c'est à cause du budget. Quand vous avez Pepsi, Nestlé, Kellogg, Monsanto en arrière de vous, eh bien, vous avez des poches qui sont absolument infinies. Et à ce moment-là,
votre campagne de marketing est extrêmement efficace. Le but de tout cela était de réduire l'incidence du cancer. Et en réalité, quand on regarde ça comme ça, on peut se dire que la cause était noble et ça l'était effectivement. Moi, personnellement, et ça, c'est mon opinion personnelle, est-ce que c'était la vraie raison derrière ça? J'ai un très gros doute. Mais bon, ça, je vous le dis tout de suite, c'est mon opinion personnelle. C'est pas ce que Gary Fettke disait. Mais, dans le fond, l'idée, c'est est-ce que ça a marché? Parce que même si c'est pas ce qui motivait l'industrie, Monsanto, exemple, même si c'est pas ce qui motivait Monsanto à injecter de l'argent dans une campagne de publicité pour que les gens mangent plus de fruits et de légumes, si on aurait réussi à réduire le nombre de cancers, je me serais dit, bon, tant mieux. Il y a eu une étude qui a commencé en 1991, qui a été, et ça c'est intéressant parce que la campagne de publicité a commencé, la campagne de marketing, c'est ça, a commencé en 1991, mais on a regardé cette étude-là pendant des années, et on a publié les données en 2010. Résultat, aucune preuve concluante que la consommation de fruits et de légumes dans toutes les quantités ne changeait quoi que ce soit au cancer. Ça veut dire que chez les gens qui en consommaient, qui en consommaient un peu, qui en consommaient beaucoup, qui en consommaient énormément, qui consommaient juste ça, est-ce que ça a diminué leur cancer? Absolument pas. Pendant ce temps, notre consommation de fruits et légumes a effectivement augmenté suivant les recommandations. Parce que, tu sais, dans le fond, la question, c'est, oui, OK, on peut dire que la campagne de marketing a eu lieu et ainsi de suite, mais il y a bien des gens qui vont vous dire, oui, mais ça ne marche pas, puis le guide alimentaire, il n'y a personne qui suit ça, puis c'est pas vrai que, tu sais, mais non. Ici, on regarde au niveau des fruits, en 1970, la consommation. Et en 2014, augmentation de la consommation des fruits. De 1970 à 2014, consommation de végétaux, de légumes, là, dans le fond. Là. De 1970 à 2014, augmentation. Et quand on regarde, exemple, les produits laitiers, il y a eu légère, un poil de diminution. Donc, on pourrait dire ici que la consommation de ça est restée stable. Donc, la campagne de marketing a fonctionné. La perception des gens de manger santé s'est transférée tranquillement de viande et légumes à fruits et légumes. Et la portion cancer n'a absolument pas changé. Et non seulement ça n'a pas changé, notre santé s'est détériorée. Les problèmes de santé modernes sont hors de contrôle. Et oui, la problématique est multifactorielle. Ce que le Dr. Fettke dit dans le fond dans sa présentation, c'est que c'est pas juste les fruits qui rentrent en ligne de compte. Il y a une quantité industrielle de facteurs qui rentrent en ligne de compte à l'intérieur de ça, du pourquoi on est de plus en plus gros, de pourquoi on a de plus en plus de cancer, pourquoi on a de plus en plus de diabète et ainsi de suite. Cependant, l'augmentation de la consommation des fruits et des légumes n'y a absolument rien changé. Donc, c'est pas là le nerf de la guerre. Ça n'aide en absolument rien. De plus en plus, on comprend, il y a une augmentation dans la société de la conscience que le sucre est à la base des problèmes. Le sucre est relié aux maladies modernes. Et ça, même la WHO, qui est la World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, le reconnaissent. Ils reconnaissent de plus en plus que le sucre est à la base de cette problématique-là. Et
dans le fond, ce que les autres vont parler, ils vont parler du sucre ajouté. Et dernièrement, l'OMS sont arrivés avec une recommandation. Et en 2015, ils ont statué que l'apport en énergie totale pour un adulte devrait être de maximum de 5 %. Et là, il y a beaucoup de monde au début qui disait « Wow, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé propose une alimentation cétogène. » Parce qu'on parle en cétogène, on parle du 5 % de glucides. Mais c'est pas vrai, là. Ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, c'est qu'on ne devrait pas consommer plus que 5 % de notre apport énergétique total en sucre ajouté. Ce qu'on parle, 25 grammes de sucre ajouté, donc 6 cuillères à thé par jour. C'est ça que l'Organisation mondiale de la santé dit, qui est totalement ridicule. Fait que le sucre ajouté est partout dans les aliments transformés et surtout dans les sucreries. Et de plus en plus, parce qu'on prône les aliments sans gras et un aliment sans gras, ça n'a absolument pas de goût, c'est là qu'on va rajouter du sucre pour pouvoir redonner du goût aux aliments transformés. Et l'industrie agroalimentaire a compris une chose, c'est que le sucre est addictif. Et donc, à ce moment-là, en rajoutant du sucre dans nos aliments transformés, on rend les gens addicts à ces aliments-là. Donc, le sucre, qu'est-ce qui compose le sucre? Le sucre, c'est ici, on voit à gauche du glucose et à droite, le fructose ici. Et le sucre blanc qu'on connaît présentement, qu'on consomme, le fameux sucre ajouté, c'est un mélange de glucose et de fructose. Et bon, Gary n'en parlait pas, je prends un 3 secondes pour vous expliquer ce côté-là. Si on regarde le glucose, la composition chimique du glucose, c'est C6H12O6, donc 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Si on regarde le fructose, c'est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc, c'est exactement la même molécule. Le glucose et le fructose sont exactement la même molécule. Cependant, le fructose, c'est ce qu'on appelle le sucre des fruits. Et pourtant, même si c'est exactement la même molécule, les deux ne réagissent pas de la même façon dans le corps humain. Et la raison pour laquelle elles ne réagissent pas exactement de la même façon dans le corps humain, c'est simplement à cause de la forme de la molécule. Et à ce moment-là, c'est exactement la même composition, ainsi de suite, mais la façon que les molécules sont agencées à l'intérieur, c'est ça qui va changer la réaction. Le glucose, quand on mange du glucose, il va passer rapidement dans notre circulation sanguine et l'ensemble de nos organes vont pouvoir l'utiliser pour faire de l'énergie. Le fructose ne peut pas se ramasser dans notre circulation sanguine. Il va rester pris à l'intérieur du foie. Et c'est un peu pour ça que Dr. Fung, entre autres, dit que le fructose, c'est un missile à tête chercheuse pour le foie. Donc, et voilà, après ça, examinons le glucose. Le glucose est absorbé, bon c'est ça, j'aurais dû passer à la prochaine. Le glucose est absorbé directement de l'intestin à l'intérieur du sang. Et à l'aide de l'insuline, il sera utilisé par les organes pour faire de l'énergie, que ce soit au niveau du cerveau, dans le foie, dans les muscles.
C'est ça. OK. Et c'est ça. Tout surplus sera stocké sous forme de gras. Ce qui fait que on a besoin d'une certaine quantité de glucose dans notre sang et dès qu'on dépasse ça, le corps va prendre, le foie surtout, va prendre ce glucose-là et va le transformer en gras pour le stocker. En tout temps, le corps, le sang contient 4 grammes de glucose. Dès que la quantité dépasse une cuillère à thé, dans le fond, parce que 4 grammes de glucose, c'est grosso modo une cuillère à thé, tout le restant est stocké sous forme de gras. Et n'oublions pas que c'est ça, que ce soit du sucre, que ce soit des fruits, que ce soit du pain, parce que le pain qui contient de l'amidon va devenir du glucose aussi. C'est toutes des formes différentes de glucose qui, à l'aide de l'insuline, va être stockée. Une grosse tranche de pain, c'est égal à 5 cuillères à thé principalement de glucose. Ce qui fait que, comme on a dit tantôt, tout ce qui est au-dessus d'une cuillère à thé va être stocké automatiquement en gras. Ici, juste une tranche de pain, j'ai 4 cuillères à thé qui vont être stockées sous forme de gras. Dans les fruits, 2 pommes qui contiennent du glucose et du fructose, ça va être l'équivalent d'une tranche de pain, 5 cuillères à thé. Et même chose, cependant, la particularité à ce moment-là, c'est que vu que ça contient du fructose, bien, le fructose, lui, va rester dans le foie et ce fructose-là va être transformé en gras qui, lui aussi, va rester dans le foie. Et c'est de là que vient le foie gras. C'est pour ça qu'on relie directement le fructose au foie gras à la stéatose hépatique. Le fructose, c'est ça. Le fructose, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on comprend les voies métaboliques du fructose seulement depuis 2010. Donc, toute la science qui parle du fructose avant 2010, c'est complètement obsolète. On ne comprenait pas exactement comment l'impact que le fructose avait. V'là pas longtemps, mettons dans les années 70-80, on disait que le fructose, c'était probablement le sucre le plus santé qu'il y avait parce que, étant donné qu'il reste pris dans le foie, il ne se ramasse pas dans la circulation sanguine. Si je mange du fructose pur, ma glycémie ne monte pas nécessairement. Et non seulement ma glycémie ne monte pas, mais parce que mon pancréas ne voit pas passer le fructose, et mon pancréas ne sécrète pas d'insuline supplémentaire. Donc, à ce moment-là, parce qu'on ne comprenait pas les voies métaboliques qui étaient reliées au fructose, à ce moment-là, on croyait que le fructose était très santé. Maintenant, on a compris que ce n'est pas du tout le cas. Le métabolisme du fructose, et ça, c'est la version simplifiée parce que Dr. Gary Fredke a déjà donné une autre présentation sur le métabolisme du fructose. Comme je disais, dans le fond, c'est que ce métabolisme-là, tout ça ici, ça a été décrit à partir de 2010. Et les recommandations présentement sur les fruits et sur le fructose et ainsi de suite, ils datent toutes présentement d'avant 2010. Le métabolisme du fructose était, comme vous pouvez le constater, là, puis on ne rentrera pas en détail là-dedans, mais c'est extrêmement complexe. Et donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que le fructose, c'est ça ici, ça. Ça, c'est, oui, glycogène, c'est ça, parfait, je m'excuse.
euh, la première chose qui se passe, c'est que le sucre, quand on consomme du sucre, la portion du fructose va devenir du glycogène. Mais exactement comme on peut faire du vin, les fruits, le fructose principalement, va être converti en alcool. Et c'est ça, il y a une voie métabolique par laquelle le foie fermente le fructose. Et c'est pour ça que le fructose est associé à la stéatose hépatique non alcoolique. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je consomme de l'alcool? Il y a une portion de l'alcool qui va finir par être transformée en gras et je vais avoir un foie gras et je vais avoir ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Mais si je consomme trop de fructose, le fructose va être fermenté par le foie et il y a une portion qui va devenir du gras aussi et qui est converti en alcool et l'alcool, il va avoir le même effet que l'alcool. Le docteur Bourgeois-Roy souvent a dit que les fruits, c'est comme de l'alcool pour les enfants. Donc, ici, ça, c'est la voie métabolique qui va fermenter, qui est la même voie dans le fond. Si on regarde le fructose ici, la portion fructose descend et rejoint les mêmes voies métaboliques que l'alcool ici, qui est la voie pour l'alcool ici. Et la dégradation du fructose, quand on regarde toute la réaction chimique, la voie métabolique va produire de l'acide urique. Que ce soit du fructose ou que ce soit de l'alcool, les deux finissent exactement de la même façon par produire de l'acide urique. C'est pour ça que, exemple, chez les alcooliques, on voit apparaître ce qu'on appelle le brandy nose. C'est quoi le brandy nose? Ben, c'est un surplus d'acide urique au niveau du nez, mais la plupart des alcooliques vont aussi avoir des problèmes de gouttes au niveau des orteils, au niveau des pieds. Et la raison de ça, c'est l'augmentation énorme de l'acide urique. Le fructose occasionne la même problématique. Et l'acide urique trop élevé à l'intérieur du sang va affecter l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, on en a parlé il y a 2 semaines dans ma présentation sur la vitamine D, sur le soleil et ainsi de suite. Mais ce qu'on sait, c'est que, dans le fond, en résumé, l'oxyde nitrique est extrêmement importante. On le voit ici, là, le fructose va inhiber la production d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est super importante, même essentielle à maintenir notre système circulatoire en santé. L'oxyde nitrique est justement la molécule qui permet de réduire la pression artérielle. Elle dilate les vaisseaux sanguins dans le corps humain. L'oxyde nitrique travaille avec le système immunitaire ici, améliore le système immunitaire et l'oxyde nitrique aussi aide au cerveau. Le fructose inhibe la production d'oxyde nitrique et donc occasionne des problèmes au niveau du cerveau. L'acide urique va inhiber la production d'oxyde nitrique qui va faire monter la pression et va réduire notre système immunitaire, va réduire notre capacité à nous défendre contre des virus, contre des bactéries, et ainsi de suite. Et le fructose est relié directement à la résistance à l'insuline. Le fructose va produire la résistance à la... Ah oui, je m'excuse, j'avais oublié, mais cette slide-là. Le fructose va aussi produire la résistance à la leptine. La leptine,
c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux. Le tissu adipeux, ce sont les garages, les entrepôts de gras du corps humain. Et dans le fond, le mécanisme de ça, c'est, bon, quand je mange, le glucose que je consomme est transformé en gras. Le gras est envoyé en circulation dans mon corps pour être stocké. Et à partir du moment où les entrepôts de gras sont pleins, ben, la cellule adipeuse va sécréter de la leptine qui va envoyer la leptine au cerveau. Et cette leptine-là va dire au cerveau, arrête de manger, les réserves sont pleines. Le fructose, ce qu'il fait, c'est qu'il inhibe, il empêche ce signal-là. Et donc, parce que dans le fond, on n'oublie pas, le fructose vient du fruit. Le fruit veut qu'on mange plus de fruits. Et à ce moment-là, le fructose vient empêcher le signal de la satiété au cerveau pour qu'on continue à manger plus de fruits, qu'on consomme plus de graines pour pouvoir en transporter plus. Le fructose aussi va faire que l'estomac va sécréter de la gréline, qui est une hormone de la faim. Le fructose va faire que le foie va produire des LDL. Mais quand je mange, puis ça, il y a une autre présentation que j'ai faite là-dessus, quand je mange du gras, mon gras va être stocké dans... Parce que les LDL, c'est les transporteurs de gras, c'est les petits sous-marins qui transportent le gras dans le sang. Et dans le fond, quand je mange du gras, mon foie va produire des chylomicrons qui sont les très, très, très gros LDL qui ne sont pas dangereux du tout pour l'athérosclérose. Cependant, et ce n'est pas eux qui peuvent devenir des mauvais LDL, les LDL de très petite, de très grande densité, très petit format, qui peuvent se ramasser dans mes artères, qui peuvent provoquer l'athérosclérose, les dimensions 4, 5, 6, et ainsi de suite. Cependant, le fructose et le glucose, eux, quand ils sont convertis en triglycérides, c'est eux, à ce moment-là, qui vont être encapsulés dans des VLDL qui vont, à la longue, se transformer dans le sang en LDL et en OXLDL ou en les GLLDL, qui sont les très, très mauvais, les LDL oxydés, qui sont très dangereux pour l'athérosclérose. Plus la quantité de fructose augmente et plus ma quantité de LDL de très petite densité, de très petit format, très petite dimension, va être produite. Et ça, le lien est direct. Donc, plus je consomme de fructose et plus je vais produire de ces mauvais LDL-là. Ces LDL-là, et quand on les associe ce qu'on appelle les PUFA, là, qui est les polyunsaturated fatty acids, donc les gras polyinsaturés. Les gras polyinsaturés vont occasionner l'inflammation. Et l'inflammation, avec des petits LDL dangereux, c'est ça qui va occasionner l'artérosclérose directement. Donc, ça prend l'inflammation occasionnée par les huiles végétales, comme l'huile d'arachide et ainsi de suite, avec ces LDL-là qui créent l'artérosclérose. Donc, à la base des maladies modernes, le fructose est un des facteurs extrêmement importants des maladies modernes. Cependant, là, on a parlé beaucoup du sucre qu'on consomme présentement, ça veut dire le sucre blanc qu'on rajoute partout, puis tout le kit. Cependant, quand on parle de ça avec les experts, ils vont tous vous dire, si vous allez voir n'importe quel nutritionniste,
Ils vont tous vous dire, oui, c'est vrai, le sucre blanc, c'est tout vrai, ce qu'on vient de dire là, c'est très mauvais pour la santé, mais les fruits, eux autres, le sucre des fruits, c'est pas la même chose. Le sucre des fruits, c'est un bon sucre. Et les fruits, c'est vraiment bon pour la santé. Et la raison pour laquelle c'est bon pour la santé, c'est parce que ça contient des antioxydants, parce que ça contient des vitamines et ça contient des minéraux, ça contient des fibres aussi. Et après ça, ils vont vous dire, oui, mais les phytonutriments. Les phytonutriments, c'est extrêmement important pour la santé. Ça guérit le cancer et ainsi de suite. Et ça contient du sucre aussi, mais du bon sucre. Donc, on va regarder ça, cette notion-là, ces notions-là. Premièrement, les antioxydants. Les antioxydants, oups, je m'excuse. Les antioxydants, ben, ça nous protège de l'inflammation, entre autres. Et ça réduit l'inflammation chronique et ça nous protège contre quand on consomme, quand on produit l'énergie dans notre corps, on produit ce qu'on appelle en anglais des ROS, des Reactive Oxygen Species, ou des je ne dirais plus. À chaque fois, je le cherche en français. C'est des. En tout cas, ça va m'en revenir. Donc, on devrait consommer, pour nous protéger de tout ça, on devrait consommer des antioxydants. Bon, si vous voulez, la première chose, c'est que si vous voulez consommer des antioxydants, ben prenez du café. Parce que quand on regarde ici, la quantité d'antioxydants, on est à 11 millimoles, c'est ça, millimoles par litre dans le café versus les fruits à 1,8, 1,4 pour le thé. Cependant, est-ce qu'on devrait consommer des antioxydants en quantité industrielle, ou est-ce qu'on devrait plutôt réduire la quantité d'antioxydants qu'on produit à l'intérieur de notre corps en mangeant des aliments qui produisent moins d'oxydants, moins de ROS? Je voudrais dire en anglais, mais bon. Qui produisent moins. Parce que quand mon corps utilise du sucre, c'est là qu'il va produire des oxydants. Quand mon corps brûle du gras pour faire de l'énergie, et surtout des corps cétoniques, il ne produit aucun oxydant. Donc, si je suis sur une alimentation LCHF ou encore mieux cétogène, et que je brûle du gras et des corps cétoniques dans mon cerveau, bien à ce moment-là, j'en produis pas d'oxydants et j'ai pas besoin d'antioxydants à ce moment-là. Donc, c'est ça. Les fruits sont à 1,8 versus le café. Et encore mieux que des fruits, au niveau des antioxydants, le chocolat. Le chocolat à 90% ici a 2 millimoles par litre d'antioxydants à l'intérieur de lui. Donc, si je veux augmenter ma consommation d'antioxydants, chocolat avec un café, et j'ai 5 fois la dose que je peux avoir dans un fruit. Après ça, au niveau des vitamines. Et juste avant qu'on arrive avec ça, avec les vitamines, souvent les gens vont nous dire oui, les fruits, c'est bon parce que ça contient énormément de vitamines. Et c'est probablement un des pires arguments que je trouve. J'avais publié quelque chose à un moment donné à ce sujet-là. Kellogg, dans ses céréales, dans sa campagne de marketing, dans les Fruit Loops, entre autres,
son argument, son pitch de vente, c'est de dire que les Fruit Loops contiennent énormément de vitamines. Ils rajoutent plein de vitamines là-dedans, puis tout le kit. Est-ce que cet argument-là fait des Fruit Loops un aliment santé? Je pense que non. Je peux peut-être me tromper, là, mais moi, personnellement, c'est pas parce que les Fruit Loops contiennent beaucoup de vitamines que ça en fait un aliment santé. Est-ce que l'argument que les fruits contiennent des vitamines, c'est un argument pour en faire des aliments santé? Pas plus. C'est exactement la même chose. Et là, on va regarder un peu la quantité de vitamines, mais l'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est la biodisponibilité de ces vitamines-là et aussi au détriment de quoi? Parce que quand je mange un fruit, je vais avoir le sucre, le fructose qui vient avec les vitamines. Tandis que, par exemple, ici, la vitamine C, dans les végétaux verts à feuilles, ils contiennent beaucoup plus de vitamine C que les fruits. Souvent, le monde dit oui, les oranges, ça contient beaucoup de vitamine C. C'est faux. Les légumes verts en contiennent beaucoup plus. Le brocoli contient beaucoup plus de vitamine C que les fruits. La vitamine A et la vitamine A, les légumes verts en contiennent plus que les fruits, qui n'en contiennent pas du tout, entre autres, en passant. Les épinards en contiennent plus. Et aussi, il faut faire attention avec la vitamine A parce que ce qui contient, puis c'est même pas indiqué ici, mais ce qui contient réellement le plus de vitamine A, c'est le foie de veau et ainsi de suite, parce que les vitamines, comme exemple, les carottes, ce que ça va contenir des bêta-carotènes qui peuvent être convertis en vitamine A, mais c'est une réaction chimique. Et cette réaction chimique-là ne se produit pas de facto. Donc, il faut faire attention avec la vitamine A aussi. La vraie de vraie vitamine A qu'on peut consommer, ça va être dans le foie, entre autres. C'est là qu'il y en a le plus. Mais oui, aussi, je le sais, il y a du monde qui vont me dire oui, mais la cuisson en détruit une partie. C'est vrai aussi. Mais de toute façon, c'est une autre discussion. La vitamine E, les légumes verts en contiennent plus que les fruits. Les avocats en contiennent plus, le brocoli. Mais l'huile d'olive en contient, le poisson en contient, j'ai la misère à faire ma traduction instantanée au matin. Les squash et les courges. Les amandes en contiennent plus. La vitamine D, bien, les fruits en contiennent pas de la vitamine D. Les légumes verts non plus ne contiennent pas de vitamine D. Qu'est-ce qui contient de la vitamine D? Le poisson, les champignons, les céréales, le beurre, le porc, les œufs contiennent de la vitamine D. Et la vitamine D, ben, c'est la fameuse, parce que ça, c'est la portion vitamine D dans l'alimentation, mais la meilleure source de vitamine D, exposition au soleil. La vitamine K1. La vitamine K1, les légumes verts en contiennent beaucoup plus. Les choux de Bruxelles, les asperges, l'huile d'olive en contient, les oignons. Vitamine K2, les fruits ne contiennent pas de vitamine K2. Ni les légumes aussi en passant. La vitamine K2, on va la chercher dans le fromage, dans les œufs, dans le beurre, dans le foie, toute la viande d'organes, les abats, je m'excuse. Le poulet, le bœuf, natto. Je ne sais plus c'est quoi natto. Ensuite, les minéraux. Les fruits contiennent des minéraux, comme par exemple du calcium. Du calcium, si vous voulez consommer du calcium, les légumes verts en contiennent plus, le brocoli en contient plus, les produits laitiers en contiennent, les amandes, le poisson, le magnésium. Encore une fois, et ça, malgré le fait que
nos sols sont rendus extrêmement pauvres en minéraux, donc en magnésium, à cause de la façon que l'agriculture est faite présentement, puis tout le kit. Cependant, les légumes verts contiennent encore plus de magnésium que dans les fruits, les noix, le poisson, les fèves, les avocats, le chocolat foncé, le chocolat noir contient beaucoup de magnésium. Le potassium à l'intérieur des minéraux. Potassium dans les légumes verts en contient beaucoup plus dans les fèves, le poisson, les champignons, les œufs, les avocats et, oui, les bananes, effectivement, contiennent du potassium. Après ça, au niveau du fer, au niveau du fer, oui, les légumes verts contiennent certains légumes verts contiennent beaucoup plus de fer et les fèves aussi vont contenir plus de fer. Cependant, si vous voulez avoir du fer, ça vous prend du fer de type aimé parce que le fer dans les légumes, le fer dans les légumes, c'est ça, la biodisponibilité est inférieure à 1%. On absorbe moins d'1% du fer qui est contenu dans les légumes verts. Donc, pour avoir la quantité de fer que vous avez besoin dans une journée, vous devriez manger des tonnes de légumes verts. Donc, pour le faire, il faut manger de la viande. Dans les noix aussi, c'est dur parce que les noix contiennent souvent des oxalates. Les oxalates vont se binder, s'unir au fer et vont faire que vous n'absorberez pas le fer. Maintenant, les fibres. Les fruits contiennent des fibres. Dans les fibres, si vous voulez avoir des fibres, vous devriez consommer des légumes verts qui contiennent beaucoup plus de fibres. Les grains en contiennent, les noix en contiennent des fibres. Le brocoli, encore une fois, est champion des fibres. Le chou-fleur, les fèves. Les fameux phytonutriments. C'est quoi un phytonutriment? Un phytonutriment, c'est un antioxydant. L'effet des phytonutriments sur, exemple, le cancer et ainsi de suite, c'est généralement c'est son côté antioxydant. Cependant, si je consomme pas d'aliments transformés et ainsi de suite, que je mange une alimentation plus axée low carb high fat, plus cétogène, je vais réduire mon insuline, je vais réduire automatiquement mes chances d'avoir un cancer. Je vais réduire mes chances d'avoir l'Alzheimer, je vais réduire mes chances d'avoir des maladies dégénératives comme ceux-là, le diabète, ainsi de suite, qui sont tous des facteurs aggravants au niveau de mes risques d'avoir un cancer. Donc, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher des phytonutriments? Ça devient extrêmement questionnable sur ce côté-là. Mais non seulement ça, si vous voulez en consommer quand même parce que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, aucun problème. Les fruits, les légumes verts en contiennent plus que les fruits. Le brocoli contient beaucoup de phytonutriments. Le chou-fleur contient beaucoup. Les fèves en contiennent beaucoup. Les grains aussi. Nécessairement, faites attention aux grains en alimentation low carb, mais les noix en contiennent beaucoup aussi. Et de plus, au niveau des phytonutriments, les petits fruits cétogènes comme les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres contiennent beaucoup de phytonutriments aussi. Donc, vous pouvez aller vers des fruits comme ceux-là pour avoir vos phytonutriments. Si on regarde au niveau du sucre, un Coke comme celui-là, et les données là-dessus, il faut faire attention parce que ça dépend du pays, mais un Coke comme celui-là contient 10% de sucre. 10% d'un Coke comme celui-là, c'est du sucre. Une pomme, 10% du poids d'une pomme, c'est du sucre. Oui, le sucre dans la pomme va être absorbé moins rapidement à cause des fibres. Et donc, l'indice glycémique de la pomme ici va être inférieur à l'indice glycémique du Coke. Mais
la dose de glucose reste la même. Ce qui fait que, oui, votre insuline va spiker moins rapidement avec la pomme. Oui, elle va spiker moins rapidement avec la pomme, mais la dose totale de glucose va rester la même et la dose totale de fructose va rester la même. Une banane, on parle de 12% à 21% de son poids total qui est du sucre. Un avocat, seulement 7%. Une fraise, 4,6%. Les jus de fruits, un Coke est l'équivalent d'un verre de jus d'orange. Et même, bon, dans sa présentation, Gary nous dit qu'ils sont équivalents. Et moi, je vous dirais que le jus d'orange est encore pire. La quantité, j'avais déjà regardé, puis encore là, comme on dit, ça dépend toujours de la provenance du Coke parce que Coke vont varier leur taux de sucre en fonction du pays. Mais en moyenne, un verre de jus d'orange va contenir plus de fructose et de glucose que dans un Coke. Puis là, on parle quand on dit c'est pire, c'est juste au niveau du sucre fructose. Là, parce que oui, le Coke va contenir d'autres scraps que l'orange ne contiendra. Le jus d'orange ne contiendra pas, ça j'en suis conscient. Les fruits séchés, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que quand on fait sécher un fruit, on retire sa portion d'eau, mais les sucres sont encore plus concentrés. Donc, automatiquement, le pourcentage de sucre versus le poids va augmenter, c'est normal. Donc, les fruits sont un bonbon dans un bel emballage. Always in season, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est un bonbon dans un bel emballage. Il y a de bien meilleures options de fruits si vous voulez en consommer. Entre autres, ici, il y a les fruits non conventionnels, les avocats, les tomates, les fraises et les concombres. C'est tous des fruits, comme on a vu tantôt, la plupart vont contenir les fameux nutriments qui sont, entre guillemets, bons pour la santé, mais avec moins de ce qui est mauvais de ce côté-là. Et si vous voulez aller chercher justement ces phytonutriments-là, ces minéraux-là, ces vitamines-là, allez voir votre épicier vert à la place. Allez vers des légumes verts, des légumes feuillus verts, les salades, les brocolis, ces choses-là. Et surtout, faire attention aux fruits qu'on connaît maintenant comme exemple, qui sont des fruits qui sont manufacturés par l'industrie agroalimentaire pour vous rendre addict à ça. On augmente le taux de sucre à l'intérieur de ces fruits-là. On les rend plus juteux, plus sucrés pour qu'on en achète plus. On vous dit des niaiseries comme « oui, ils sont bons pour la santé, blablabla, blablabla, blablabla ». Et c'est totalement faux parce que c'est une campagne de marketing pour vous vendre des fruits transformés. Et dans le fond, ce que Gary dit, c'est qu'il est désolé, mais ce que dans le fond, il veut vous transmettre la bonne information parce que quand on possède la bonne information, on est capable de faire les choix judicieux, les choix qui sont bons pour nous. Et la vraie information, c'est que le fruit, son objectif, c'est de transmettre la graine, d'envoyer la graine se faire planter ailleurs par l'animal. Et le marketing des fruits est problématique et que ce marketing-là, qu'il soit fait par la nature ou par l'industrie agroalimentaire, c'est exactement le même résultat. Okay? Il faut comprendre que le marketing, une campagne de publicité, c'est là
pour nous attirer. Et il faut qu'on soit critique vis-à-vis ça. Okay? Oui, un fruit, c'est bon au goût. Il n'y a personne qui va vous dire le contraire. Pourquoi c'est bon au goût? Parce que c'est fait pour être bon au goût. Ça a été fait comme ça par la nature. Pourquoi? Parce que la nature voulait qu'on transmette cette graine-là. Si la nature n'aurait pas fait ça, il n'y en aurait plus de fruits aujourd'hui. Les arbres à fruits, ça serait éteint complètement. Et maintenant, en plus d'avoir la nature qui a travaillé pour créer une campagne de marketing depuis la nuit des temps, bien maintenant, on a l'industrie agroalimentaire qui veut faire des profits et c'est normal aussi qu'ils fassent ça. Ils ont un produit à vendre et ils veulent le vendre. L'important, c'est qu'on soit conscient, nous, en tant que consommateurs, que ça reste une campagne publicitaire. Et donc, ce qu'on nous dit là-dedans, ce n'est pas nécessairement toute la vérité. Et donc, est-ce que les fruits sont bons ou mauvais pour nous? OK? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Dans le fond, quand on regarde tout ça, on a parlé beaucoup des côtés négatifs des fruits. Et est-ce qu'ils sont nécessairement mauvais? Non, ils ne sont pas nécessairement mauvais, les fruits. Cependant, l'important, le message de Gary là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas aussi bons qu'on nous dit. Non, ce n'est pas un aliment miracle. Non, et comme on voit ici, cette pomme à laquelle on a ajouté des produits chimiques n'a pas été bonne pour Blanche-Neige. Et Dieu nous a passé un message dans la Bible, si on veut, là, que la pomme n'est pas nécessairement bonne pour nous. Et ici, il finit sa présentation sur une citation de Mark Twain qui dit « Il est plus facile de confondre les gens que de les convaincre qu'ils ont été confondus, qu'ils se sont fait tromper. » Donc, c'est plus facile de tromper les gens que de les convaincre. Fait que lui, son combat, c'est de convaincre les gens que ce qu'on leur a dit depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, que les fruits, c'est un aliment miracle au niveau de la santé, que c'est complètement faux et qu'on les trompe depuis la nuit des temps, dans le fond. Ça, c'est extrêmement dur de les convaincre de ça. Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile pour les gens de penser que les fruits sont bons pour la santé parce que pour la plupart des gens, tout ce que la nature fait, c'est bon pour nous. Quand on s'assit et on pense à ça, je pense qu'on peut comprendre que la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tout ce que la nature fait est bon pour nous. Donc, c'était la présentation de ce matin. Et donc, je vais passer à la période de questions. Oh, merci Serge. Natto, aliment fermenté à base de soya. Ben oui, c'est vrai. Hey, j'ai fait la recherche en plus, je ne m'en souvenais plus. Fermenté pour minimiser les antinutriments du soya. Parfait. Merci Serge. Ça, c'est fait. Donc, groupe, tout le monde, j'ai pas endormi personne, j'espère. Tout le monde est encore avec moi. Good. Super, ça. Donc, allez-y, groupe. Merci, Sharon. Merci. Allez-y pour les questions, si vous avez des questions sur les fruits. Ma conclusion, est-ce que si on trouve des fruits sauvages, c'est vraiment préférable que les fruits de l'épicerie? Louise, tu ne peux pas mieux dire que ça. Effectivement, sur mon terrain, moi j'ai un très grand terrain, j'habite à la campagne. Et j'ai plusieurs plants de framboises sur mon terrain. Et les fruits qui rentrent chez moi, généralement, ça va être ces framboises-là. Moi, personnellement, je n'en mange pas. Tout le monde sait que je suis carnivore, je ne me cacherai pas. Là. Mais j'en achète quand même des fruits de temps en temps parce que ma fille adore ça et ma fille est plus low carb, high fat. Que cétogène strict, mais ce qu'on va acheter, ça va être des fraises.
Mais sinon, on va avoir des framboises sur le terrain. Parce que j'ai quand même pas le temps de faire d'entretenir ça. Mais oui, effectivement, si vous avez des fruits sauvages sur votre terrain, c'est vraiment l'idéal. Et non seulement ça, ce que je vous dirais, c'est que comme j'ai des pommiers sur mon terrain, et à l'automne, quand les pommes sont mûres, si mes enfants veulent consommer des pommes, qu'ils en mangent, c'est à l'automne. Et il n'y a aucun problème avec ça dans ce cas-là. Le problème, c'est l'omniprésence de ça. Ça, c'est la première chose. Tu sais, si je consomme des pommes pendant 2, 3 semaines puis que j'en consomme une par jour, c'est pas ça qui va rendre mon foie gras. Et ça, je le conçois très bien. Le problème, c'est quand je consomme des fruits, des jus de fruits sans les fibres à l'intérieur et que je consomme ça 365 jours par année. Et encore plus, c'est quand les fruits et les légumes commencent à prendre la place des aliments comme la viande, qui est extrêmement importante pour nous à cause de la densité nutritionnelle de la viande. Donc, on ferait rester avec la viande, un accompagnement de légumes, beaucoup de gras avec ça et des fruits en saison seulement. Pour celle-là, combien de portions de fruits par semaine, Claire? Moi, ce que je ferais, OK, c'est que je ne mettrais pas de nombre de portions. Parce que c'est complètement, ça va varier en fonction de tellement de choses. Et exemple, je vais vous donner un exemple. À l'automne, les gens ont de la misère à faire des jeûnes, surtout les jeûnes prolongés. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre cycle naturel en tant qu'espèce. À l'automne, on veut stocker. Et même si on n'a pas besoin, je le sais qu'on n'a plus besoin de stocker du gras pour passer à travers l'hiver, on n'est pas des ours, on ne vit pas dehors. Et le IGA ne vend pas moins de nourriture à l'automne puis à l'hiver. Donc, on n'a pas besoin de ça, mais notre corps, lui, notre système qui a été développé pendant des millions d'années de cette façon-là, lui, il ne sait pas. Et donc, à ce moment-là, nos hormones vont changer. Et très souvent, je le constate chez les patients et chez les clients avec qui je discute, à l'automne, le goût du sucre revient fortement. Et même moi, je le sens parce que j'ai été, avant d'être céto, j'étais une bébête à sucre. Je l'ai dit souvent quand j'ai coupé le sucre complètement et je ne pensais pas parce que j'étais pas quelqu'un qui aimait les bonbons, ces choses-là. Mais quand j'ai complètement passé au céto, j'ai shaké pendant 2 semaines tellement de couper le sucre, ça a été difficile pour moi. Et à l'automne, mon goût du sucré revient un peu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'aurais tendance à manger un peu plus de petits fruits à ce moment-là. Un peu plus de fraises, de framboises, les bleuets, les mûres que j'aimais beaucoup, et ainsi de suite. Mais au printemps, là, on a besoin de plus, je te dirais, de plus de viande. Parce qu'on est fait, au printemps, on allait plus chasser et ainsi de suite. Donc, je n'irais pas pour un nombre de portions de fruits. J'irais plus pour, et comme je disais, d'axer plus sur les légumes que sur les fruits à ce moment-là. Serge, si le jeûne cyclique est bon pour notre métabolisme, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que d'engraisser de façon cyclique quand la température baisse pourrait être une bonne chose, entre autres pour promouvoir les gras gris? Le tissu adipeux, ouais, c'est ça, le tissu beige ou gris là, en anglais. Là, écoute, Serge, bon, je te dirais que ton hypothèse est parfaitement valable et je pense que ça pourrait ne pas être mauvais absolument si tu veux le faire. Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais de façon volontaire. Est-ce que il faudrait que je regarde pour le fun dans mes données
Est-ce que j'engraisse un petit peu plus à l'automne? Il faudrait que je regarde ça pour le fun. Tu vois, là, tu viens de lancer une pierre dans la mort, ça va faire des vagues parce que ça attise ma curiosité. Ça reste que l'utilité du gras, oui, c'est de faire des réserves, mais ouais, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Voir s'il pourrait peut-être avoir des bénéfices. Mais oui, c'est vraiment intéressant comme question. Ouais, il va falloir que je revienne là-dessus. Mais effectivement, pour ceux qui voudraient aller vers ça, prendre deux, trois livres de gras à l'automne. Tant que c'est à l'automne, moi, je ne verrais pas de problème avec ça. Après ça, nous avons des murs framboises, bleuets et fraises sauvages sur le terrain du chalet. Très heureuse de cela. Très bonne raison d'être heureuse de cela aussi. Après ça, existe-t-il une liste de pourcentage de glucides dans les fruits au lieu du nombre de glucides par portion? De pourcentage de glucides dans la portion, est-ce que ça existe dans... Il faudrait que je regarde. Je vais sur Sical. Après le webinaire, Serge, je vais regarder sur Sical. De mémoire, je pense que j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je posterai dans le groupe par la suite, Serge, voir si je trouve quelque chose là-dessus. Après ça, j'ai Carmen. Avant le CETO, je mangeais beaucoup de fruits quand on disait que c'était bon pour la santé. Mais j'ai fait du mal à mon foie car après des radios avaient diagnostiqué une stéatose hépatique alors que je ne mangeais pas de sucre blanc, mais juste des fruits. Absolument. Et pour revenir avec ça, Carmen, pour raconter ceux qui ne connaissent pas mon histoire, grosso modo, avant l'alimentation céto, j'avais une stéatose hépatique non alcoolique extrêmement sévère avec ce qu'on appelle une hépatomégalie. Donc, l'hépatomégalie, c'est quoi? C'est quand le foie est tellement malade qu'il gonfle et le foie il est situé dans une enveloppe qui n'est pas extensible. Donc, un foie qui gonfle, c'est extrêmement douloureux. Et quand il gonfle comme ça, il peut faire une pression sur les côtes, les côtes les plus basses, les côtes les plus basses de la cage thoracique, et ça fait une pression vers l'arrière. Juste tasser ça un peu. Ça fait une pression sur la côte vers l'arrière comme ça, ce qui donne un point dans le dos. Ça fait que j'étais rendu à marcher comme une personne qui est bossue, toujours penchée, de façon permanente. Et à ce moment-là, je n'avais pas de médecin de famille, je ne pouvais pas consulter. Et je savais que c'était une problématique avec mon foie. C'était du côté droit et ainsi de suite. Et parce que j'avais entendu que les fruits, c'était bon pour le foie et ainsi de suite. Donc, je m'étais mis à un moment à manger juste des fruits pendant un certain temps. Je m'étais dit, les fruits, c'est bon pour le foie. Mon foie, il est malade et je vais manger juste... Oh, Pierre est arrivé en retard. Je suis désolé, Pierre. Tu vas pouvoir revoir par la suite. Donc, c'est ça. Fait que j'ai mangé juste des fruits et c'est là que ma santé s'est mise à déraper complètement. Et je l'ai compris par après. Et qu'en mangeant juste des fruits, à cause de ma condition de santé préalable, mon foie qui était déjà gras de façon sévère, j'étais en train de me suicider à coups de pommes, puis d'oranges, puis de pamplemousse. Ça fait que dans mon contexte à moi, est-ce que les fruits, c'était bon? Absolument pas. Et donc, ce que ça revient à dire, c'est que si j'ai 16 ans, que je suis métaboliquement sain, que je n'ai pas de surpoids, que je n'ai pas de foie gras, puis tout, est-ce qu'un fruit, c'est bon pour moi? Disons qu'un fruit, ce n'est pas mauvais pour moi. Donc, je peux en consommer de temps en temps sans problème. Et probablement que je vais pouvoir en consommer toute ma vie de cette façon-là sans problème.
à l'occasion, c'est un bonbon, c'est une gâterie, et ainsi de suite. C'est comme de dire, je vais faire un gâteau au chocolat parce que le chocolat, ça contient ça contient des antioxydants et je vais manger du gâteau au chocolat toute ma vie parce que le gâteau au chocolat, c'est bon pour la santé puis ça contient des antioxydants. T'sais, si je dis ça, tout le monde va tout de suite dire il est fou raide. On voit si le gâteau au chocolat, c'est bon pour la santé. Mais pourquoi si je dis qu'une pomme, parce que ça contient des antinutriments, c'est bon, des antioxydants, c'est bon pour la santé, pourquoi le monde font ah, ben oui, c'est vrai, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si je dis la même chose du gâteau au chocolat, ils vont dire ben non, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là. Ils vont dire oui, mais le gâteau au chocolat, on sait bien que ça contient de la scrap qui n'est pas bonne pour la santé. Ah oui, comme quoi? Ben, ça contient du sucre. Oui, et ma pomme ne contient pas de sucre. Ma pomme contient du sucre aussi. Pourquoi que ce sucre-là devient bon pour la santé dans la pomme et que le même sucre identique devient mauvais pour la santé dans le gâteau au chocolat? Il n'y a aucune raison. C'est totalement illogique de penser ça. Et la raison pour laquelle on pense ça, il y a une très bonne raison, c'est à cause de la campagne de marketing qui est faite, la plus récente par l'industrie agroalimentaire, qui veulent vous vendre plus de sucre. Mais non seulement ça, par la campagne de marketing qui est faite par la nature. C'est naturel de penser que des fruits, c'est bon. Pourquoi? Parce que la nature a fabriqué les fruits pour que ça soit le cas, pour qu'on pense que c'est bon pour nous, pour qu'on en veuille toujours plus, pour fausser la perception de notre cerveau. La nature a fait ça et l'industrie agroalimentaire a compris ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amplifié la campagne naturelle de marketing de la nature. Ils ont pris une pomme, ils la rendent plus rouge, plus brillante. Ils mettent de la cire sur les pommes, ils disent que c'est pour la converser, c'est pour qu'elle se conserve. Mais les pommes, il y a de la cire qui est bien moins brillante. Pourquoi ils vont prendre la cire la plus brillante possible pour rendre la pomme dans le comptoir encore plus brillante, qu'elle shine encore plus? Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le département de fruits et légumes chez Maxi. Ça faisait partie de la campagne de marketing d'avoir les fruits. On nous demandait de les frotter pour les rendre plus brillantes, pour qu'ils se vendent plus facilement. Donc, l'industrie agroalimentaire a pris la campagne de marketing naturelle des fruits et l'a amplifiée pour vous les vendre sous des prétextes complètement faux. Que c'est bon pour le cancer, ça ne change absolument rien. Les personnes qui sont frugivores n'ont pas moins de cancer, oubliez ça, et ils vont avoir énormément d'autres problèmes de santé. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on commence à augmenter nos portions de fruits et nos portions de légumes, c'est souvent la viande qui perd. C'est elle qu'on réduit et la viande contient énormément de nutriments qui sont essentiels pour nous, mais non seulement ils sont essentiels, c'est sous cette forme-là qu'ils sont le plus biodisponibles et aussi les ratios. Les ratios, on regarde au niveau des gras. Quand on regarde les gras dans la viande, la composition en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9, les ratios en oméga 3, en oméga 6 ou en oméga 9 sont parfaits. Parfaits pour le corps humain. Les ratios sont parfaitement équilibrés. Et c'est à partir du moment où je vais consommer des huiles végétales qui contiennent beaucoup trop d'oméga 6 que le bordel pogne dans mon corps. Et donc, et voilà, dans le fond, je ne sais plus ce que je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas d'autres questions? C'était clair pour tout le monde? Excellent groupe. Donc, hey, 10h30, 10h35, un petit 5 minutes de plus que le temps qui était prévu. C'est extraordinaire, je m'en viens bon. Merci Serge. Merci Claire. Merci à tout le monde. Je vous remercie infiniment. Je vais souhaiter que vous soyez là. Je vais vous donner rendez-vous pour la semaine de dimanche prochain. Restez sur le groupe pour voir le sujet du prochain vidéo. Je vais vous souhaiter de passer un super beau dimanche. Ensoleillé, encore une fois, c'est assez du beau temps dernièrement, c'est fou. Sortez dehors, allez marcher, allez bouger un peu et on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end, groupe.